Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes sur Idetier, un média, une télévision en ligne depuis les États-Unis. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur la crise diplomatique entre Tchad et Cameroun. Vous savez il y a quelques jours, cette tension est à un certain niveau entre le Tchad et le Cameroun. Le Tchad qui a rappelé son ambassadeur pour consultation depuis quelque temps. Et après, il y a le Cameroun également qui a envoyé son représentant légal, la personne de Ferdinand Ngongo, qui est arrivé au Tchad pour rencontrer, demander une audience avec le président de transition, le général Mamadi Idriss Déby Itno. Et donc, à travers cette rencontre, il n'y a pas eu des issues de manière officielle, mais nous avons entendu la déclaration donc du représentant légal du Cameroun qui est venu dire simplement que le Cameroun... Le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, auprès de son homologue et frère tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. J'étais porteur d'un message, des messages d'amitié, des messages de fraternité, et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun, qui ont toujours été excellentes, le demeurent. Et que les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. Excellence, vous venez de dire que vous êtes porteur d'un message. Peut-on savoir le contenu? Alors, j'étais porteur d'un message, d'un pli du président à son homologue et frère, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Ce que je peux vous dire, c'est que ce pli, ce message avait trait au renforcement des relations excellentes qui existent entre le Cameroun et le Tchad. Et la teneur et les détails de ce message, il ne m'appartient pas à moi de les révéler. Une dernière question, si vous le permettez. Je vais aller tout droit au but. Le différent Tchad-Cameroun par rapport à Savannah, est-ce que vous l'avez abordé avec le chef de l'État? Alors, ainsi que je vous l'ai indiqué, il ne m'appartient pas de révéler le détail des échanges que le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'accorder, de l'entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder. Je puis vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion. Voilà, donc à ce niveau, vous devrez comprendre que cela est purement un phénomène d'État, que officiellement, beaucoup de gens vont se poser des questions à quel niveau des résolutions nous en sommes. Mais il faut comprendre que le problème est resté encore non résolu, même si le secrétaire d'État camerounais, à la personne de Ferdinand Ngongo, a dit que la relation est excellente parce que cette relation ne porte aucun nuage. Donc, certainement, on s'est dit, bon, mais actuellement, il n'y a pas un problème très grave entre le Tchad et le Cameroun. Mais le phénomène d'État reste tel, pour ceux qui ont étudié pourront bien comprendre. Mais il faut savoir que le problème est parti de la nationalisation de l'ExxonMobil aujourd'hui par l'État tchadien.
qui a voulu reprendre les actifs donc, de cette compagnie pétrolière pour un avenir très radieux selon les autorités. Et donc, ExxonMobil, qui est communément appelée Exxon, est une compagnie qui travaillait donc dans le consortium avec la société Petronas. Et donc, le Tchad a décidé de nationaliser l'Esso quand l'Esso a décidé de quitter le pays. Maintenant, le problème, c'est que Esso a contracté avec une autre société qui est d'origine britannique, à savoir Savannah. Et Savannah, maintenant, à son tour, a vendu une part à la société des hydrocarbures camerounais, alors que Savannah ne faisait pas donc l'agrément du Tchad, qui est le pays propriétaire des champs pétroliers. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Savannah a pris les actifs donc de Esso, Tchad a très rapidement rejeté cette convention pour dire que Savannah n'est pas une société qui est dotée d'une certaine capacité pour continuer l'exploitation d'un champ pétrolier de cette envergure. Et donc, a rejeté toute convention. C'est ce qui veut dire autrement que dans la convention entre l'État tchadien et l'Esso, c'est que cette convention a été biaisée du seul fait que Esso a vendu donc ses actifs à une société qui ne faisait pas l'agrément donc de l'État tchadien. Et cette dernière a vendu encore une part, c'est-à-dire que de 10% sur ses actifs à la société camerounaise. Donc, voilà un peu là où était parti le problème. Et donc, il faut comprendre également que le problème est toujours tendu. Nous n'avons pas eu une issue d'une manière officielle. L'ambassadeur qui est rappelé n'est pas réparti, pour consultation n'est pas réparti. De la part du Cameroun, je crois qu'il n'y a pas encore eu une réaction appropriée, à passer dans les coutumes diplomatiques. C'est ainsi, quand on rappelle un ambassadeur pour consultation, cela ne veut dire pas qu'il y a eu rupture donc, des relations diplomatiques. Voilà. Nous, sans plus tarder, nous allons passer également à une autre information sur le Soudan, parce que nous avons assisté à un conflit très tendu donc, au Soudan. Et ce conflit aujourd'hui a causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels que nous ne pouvons pas citer en cet instant. Il faut comprendre que depuis quelques semaines, des pays comme les États-Unis, la France, le Tchad et quelques pays dans l'Afrique australe, comment on appelle l'Arabie saoudite, ont procédé à un rapatriement massif donc de leurs ressortissants. Ce rapatriement provient donc de l'accord de cesser de faire l'ouverture d'un couloir humanitaire qui a été négocié avec les deux généraux qui sont en conflit en ce moment au Soudan. Et donc, ces généraux ont autorisé ce couloir humanitaire pour permettre donc aux États étrangers de rapatrier leurs ressortissants. C'est ainsi que au Tchad également, nous avons depuis mercredi dernier, nous avons accueilli donc le premier vol donc de rapatriement des ressortissants du tchadien au Soudan. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la troisième vague de rapatriement. Nous disons merci parce qu'aujourd'hui,
il y a des enfants, des petits-enfants, des vieillards, ceux qui sont au Soudan dans le cadre des soins. Nous avons des étudiants qui étaient bloqués pendant des jours au campus universitaire. Bon, un couloir que le Soudan a accordé à ces derniers de se réfugier le temps donc que le Tchadien puisse dépêcher un vol spécial pour le rapatriement. Donc aujourd'hui, Dieu merci, nos frères tchadiens qui sont au Soudan, beaucoup ont été déjà la première vague de 131 personnes, deuxième vague de 120 quelques, 21 personnes. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés quand même avec un nombre important de rapatriés, donc des ressortissants tchadiens au Soudan. Donc, en ce moment, nous remercions le Soudan qui avait autorisé vraiment que ce rapatriement intervienne. Mais la paix au Soudan, c'est loin d'être envisagé, parce que aujourd'hui, comme je disais, les deux généraux veulent coûte que coûte le pouvoir. Donc, c'est un peu difficile. Nous allons peut-être voir l'évolution de la situation lorsque les deux camps, l'un des généraux peut-être serait affaibli par la guerre. Au moins, ce que nous aurons, peut-être celui qui va prendre le pouvoir décidera de quoi s'agit, de quoi le Soudan pourrait se projeter. Mais en ce moment, il n'y a pas la paix. Les Soudanais sont en débandade. Nous avons accueilli un certain nombre des réfugiés à l'est donc du Tchad, et à mon avis, la paix n'est pas encore revenue, malgré que certains États et des organisations internationales sont à pied d'œuvre pour pouvoir procéder à la médiation et réconcilier les deux camps. Depuis quelques jours, il y a toujours les affrontements terribles entre les deux généraux. Et là, la paix est loin d'être envisagée au Soudan. Et nous, pour autre actualité, nous passons également pour une information qui est encore qui passe, si vous voulez, à l'inaperçu donc de l'actualité tchadienne, parce qu'aucune autorité ne s'est prononcée sur ce phénomène, le phénomène qui consiste donc le déploiement, de déployer l'armée française vers le sud du pays, c'est-à-dire à la frontière RCA. Donc aujourd'hui, il y a un poste robuste qui a été installé aux environs de la ville de Gorée. Selon les témoignages même du chef de détachement de cette armée, qui disait qu'il y a deux objectifs qui ont visé donc ce déploiement de l'armée française. Vous allez l'écouter. Le but, c'était de renforcer l'infrastructure militaire sur la frontière au sud de Gorée. Et donc, on a débuté les travaux dès ce matin pour renforcer l'infrastructure militaire au niveau du poste frontière. Ça, c'est le principal objectif. Et le deuxième, ça fait longtemps que l'armée française n'est pas venue dans cette zone, peut-être très longtemps. Et donc, l'autre objectif, c'est d'essayer de recenser les projets importants pour la population, pour laquelle le détachement pourrait peut-être apporter une petite aide rapidement. Et si c'est des budgets qui sont trop importants, c'est de faire remonter les informations à l'ambassade de France pour que éventuellement l'Agence française du développement participe à certains projets. Je pense en particulier au pont qui se trouve au nord-ouest de Gorée, là, qui date de l'époque coloniale et qui est un petit peu chancelant. Et donc, un des objectifs, par exemple, ce sera de voir... Voilà, comme vous venez d'écouter le commandant de détachement de l'armée attaché à l'armée française, ce commandant vient d'expliquer comme quoi ce déploiement vise deux objectifs. Le premier objectif,
c'est pour renforcer les infrastructures militaires hein, vers le sud du pays. Et le deuxième, c'est pour requérir un certain nombre de projets importants que l'armée française pouvait directement prendre en compte pour financer. Et si c'est des projets qui sont très, très importants et ont un certain niveau de financement, ils peuvent déjà appeler au niveau de l'agence donc du développement pour pouvoir encore prendre le projet en compte. Mais la question que nous nous posons, nous demandons est-ce que l'armée française a quel intérêt exactement pour pouvoir déployer un détachement vers la frontière? Qu'est-ce qui cloche? Les Tchadiens se posent cette question. Et c'est là, est-ce que effectivement les Tchadiens sont incapables d'assurer leur sécurité? Les Tchadiens sont incapables de renforcer leur propre infrastructure militaire, ou bien les Tchadiens sont incapables donc de prendre un certain nombre de projets dans cette localité? Voilà, c'est des questions que les gens se posent. Et à quoi exactement sert le déploiement de l'armée française à la frontière de RCA? Est-ce que c'est par rapport aux suspicions, hein, si vous me permettez le terme, est-ce que c'est par rapport aux nouvelles qui circulent un certain temps sur la toile que y a une forme de rébellion qui se forme à la frontière? C'est par rapport à ces rumeurs-là que cette armée française est déployée pour assurer, je ne sais pas, pour barrer la route à une avancée quelconque de rébellion vers le sud. On se pose cette question énormément. Donc, les Tchadiens n'arrivent pas à comprendre jusqu'à là. Même la population donc, de cette ville, Gorée, hein, est un peu étonnée de voir cette force étrangère hein, française qui est à la frontière. Et donc, la question de pourquoi l'armée française est aux lèvres donc, de tout Tchadien. Pourquoi, hein, pourquoi toujours la France est au contrôle de toute activité militaire sur le territoire tchadien? Pourquoi l'armée française? Donc, jusqu'à là, on n'arrive pas à comprendre, On se dit peut-être que la sécurité des Tchadiens est entre la main de forces étrangères, à savoir la France. Donc, ce que la France doit comprendre, les Tchadiens sont mûrs. Nous ne sommes pas encore au temps colonial où nous continuons à vivre comme des gens qui sont sous, comment on appelle, la domination le Tchad est un pays souverain. Donc, la relation entre RCA et Tchad est bonne parce que personne ne s'est inquiété par rapport à cette relation. Aucune autorité, ni centrafricaine, ni tchadienne, ne s'est posé de questions par rapport à la relation. Aujourd'hui, les deux chefs d'État, deux présidents, sont en étroite collaboration. Pas plus tard, pendant cette crise donc, du Soudan, le Tchad a mobilisé son moyen de transport pour se déployer également dans l'action de rapatriement des ressortissants centrafricains au Soudan. Aujourd'hui, cela démontre déjà une bonne relation entre deux pays voisins. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que effectivement cette armée est là pour déstabiliser plutôt la République centrafricaine, ou bien c'est pour sécuriser la frontière à cause des rumeurs sur la rébellion du Sud? Donc, on est tellement confus. Jusqu'à là, personne, aucune autorité tchadienne n'a parlé, ne s'est prononcé à propos de ce déploiement de l'armée française au sud du pays, ni la République centrafricaine. Donc, la population est restée confuse hein, à certain niveau. Maintenant, la France, RCA,
naturellement, on doit comprendre qu'ils ne sont pas dans de bonnes relations, hein, parce que nous avons dans le passé écouté que la Centrafrique a chassé les forces françaises qui sont installées sur le territoire centrafricain. Donc, ceux-là, les Centrafricains ont décidé de renvoyer cette force française ou bien l'armée française qui est longtemps sur le territoire centrafricain. Aujourd'hui, il n'y a aucune force française sur le territoire centrafricain, à l'exception de la Russie qui domine vraiment ce pays en ce moment. Voilà, donc ce que je voudrais dire pour finir, il faudrait que la France sache que le Tchad est un pays souverain. Les Tchadiens sont déjà mûrs. Les Tchadiens peuvent prendre leur destin en main, quelles que soient les forces qui s'exercent sur ces jeunes. Les jeunes sont debout. Donc, pour maintenir cette relation de partenariat, de développement qui est longtemps entre le Tchad et la France nous doit du respect, franchement du respect. Il faudrait que la France respecte la souveraineté du Tchad, que nous ne sommes pas encore à l'ère coloniale, nous sommes un pays souverain et nous avons des décisions personnelles à prendre. Et il faudrait que la France nous respecte un peu, mais déployer d'une manière impériale une armée sur le territoire d'un pays souverain, cela va mal traduire donc ce que les objectifs ou bien les partenaires que les Tchadiens envisagent envers la France. Pour finir, je voudrais très rapidement profiter du micro pour parler de la crise actuelle, de la situation actuelle du Tchad, dû aux pénuries donc, du carburant, de gaz, de l'électricité. Cela cause vraiment de délestage de l'électricité et nous sommes vraiment inquiétés. Nous sommes inquiets, si vous me permettez le terme. Le Tchad est un pays pétrolier. Le Tchad produit le pétrole depuis 2002 et le citoyen tchadien ne sait comment cette gestion est faite, à tel enseigne qu'aujourd'hui, les Tchadiens sont confrontés à d'énormes difficultés. Beaucoup se plaignent. Les gens sont prêts même à envisager sortir du pays pour renier même leur nationalité à cause de ce qui se passe. On ne comprend rien. On ne sait pas ce que les autorités sont en train de faire, mais qu'ils écoutent quand même le cri du peuple parce que nous sommes en train de mourir de faim. Il n'y a pas, depuis quelques 2 à 3 jours, le Tchad vit une situation compliquée. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas électricité, il n'y a pas carburant, il n'y a pas gaz. Les gens sont en train de mourir à petit feu et cette situation est lamentable. Nous voulons donc interpeller les autorités à mettre du sérieux, à faire en sorte que quand même l'homme tchadien trouve du peu, ne serait-ce que pour manger. Aujourd'hui, le Tchad est complètement à terre. Ce que je voudrais dire pour mes derniers mots concernant la situation. Merci. Allah